Salut, c'est PC sur collaborationsolve.com, le podcast qui te donne des moyens de changer la collaboration dans ton milieu de travail avec des solutions actionnables testées sur le terrain et pas juste en théorie. Aujourd'hui, on va creuser comment la collaboration visuelle peut accélérer la prise de décision et rendre ton équipe plus efficace, plus créative, et on va te donner des solutions à mettre en place pour rendre certaines de tes réunions plus productives. Pour ça, j'ai invité Alexandre Baucher de la plateforme en française Draft.io qui permet de faciliter des ateliers de résolution de problèmes et gérer des projets de manière visuelle. Salut Alexandre. Bonjour PC, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Dans la discussion qu'on avait eue les jours précédents cet épisode, on s'était quasiment dit la même chose en même temps, c'est qu'un dessin vaut 1000 mots. Par exemple, moi, en réunion, je remarque que le présentateur partage assez souvent son écran avec un éditeur de texte ou un tableur. Est-ce que c'est ça, la collaboration visuelle? Alors non, ça ce n'est pas la collaboration visuelle, parce qu'effectivement, ton point est intéressant. Ça fait des dizaines d'années qu'on partage tout d'abord des diapositives, pour les plus anciens, peut-être que vous en souvenez. Moi, j'ai commencé comme ça au collège, mais qui sont une information cristallisée, c'est-à-dire qu'on présente, mais on ne peut pas réfléchir sur cette base, on ne peut pas la manipuler. Donc c'est là que des outils comme Draft.io changent totalement la donne, puisque on peut présenter des informations, mais ensuite tout un chacun va pouvoir manipuler ces informations, combiner l'information, faire évoluer les associations d'informations et s'aider à réfléchir seul ou à plusieurs. On va avoir tendance à chacun avoir notre manière d'exprimer des fois la même chose dans des mots différents. Des fois, on parle pas la même langue. Des fois, notre langue natale n'est pas la même, ce qui fait que moi, je suis obligé de traduire parfois en anglais ce que j'essaie de dire, ou la personne en face de moi essaie de traduire en français ce qu'elle essaie de dire. Et finalement, il y a des barrières naturelles de langage au niveau de la collaboration qui s'établit dans une réunion comme ça. Comment est-ce que la collaboration visuelle aide à réduire une partie de ces barrières? Finalement, les outils dits de collaboration visuelle, qu'est-ce qu'ils sont profondément? Ce sont des tableaux blancs collaboratifs. Donc revenons à ce qu'est un tableau blanc. Pourquoi on utilisait des tableaux blancs physiques auparavant? Pour dessiner des choses. Dessiner des choses, ça veut dire quoi? Représenter la réalité, la modéliser, la cartographier, afin de mieux la comprendre déjà à un niveau individuel. On peut très bien utiliser un tableau blanc de façon individuelle, puis de façon collective, c'est-à-dire créer une compréhension commune des choses pour aligner notre compréhension et notre vision du problème. Et c'est la base de tout, si on partage pas le bon diagnostic de la réalité, c'est impossible par la suite de s'aligner sur des décisions qui sont optimales. Faut que je fasse une confession. Je suis un peu fan de la série Cold Case. Ok, c'est vieux, ça y est, tout le monde sait que je suis vieux, parce que ça fait au moins 15 ans qu'elle a arrêté la série. Et dans cette série-là, donc il y a des enquêteurs qui sont en train de réouvrir des affaires classées, et parfois on les voit dans une salle d'enquête où ils ont un tableau, parfois digital, parfois physique, où ils ont des photos des personnes avec des petits traits, des choses écrites dessus, etc. Ce qui fait que l'autre enquêteur arrive, et tout de suite, ils ont une visualisation du chemin de la pensée de l'autre, des connexions qu'il a fait entre les choses. J'ai l'impression qu'en fait, ça, c'était comme la base. Cold Case, c'est la base de tout. Exactement, mais c'est un exemple tout à fait pertinent, c'est-à-dire l'utilisation d'un support visuel, qu'il soit physique ou numérique, va nous permettre d'augmenter nos capacités de traitement de l'information, c'est-à-dire nos capacités cognitives. Imaginez résoudre une affaire cold case en conservant tous ces éléments dans son esprit. Ce serait très compliqué, alors même à l'échelle individuelle, mais alors à l'échelle collective, comment ferait-on? On serait contraint de s'expliquer les choses avec les mains en faisant des grands gestes, mais ce serait quasiment impossible et pas très clair. Et c'est pour ça que l'exemple que tu donnes est tout à fait intéressant. On voit bien que les enquêteurs utilisent un support visuel sur lequel ils vont tout d'abord centraliser des informations de nature différente, mais qui sont pertinentes dans la résolution de l'enquête, les combiner, les déplacer, les lier, etc., pour créer des associations. C'est des choses qu'on est capable de faire dans notre cerveau à un certain niveau, mais finalement très limité. Notre mémoire vive est très limitée. Donc c'est pour ça qu'on va externaliser notre mémoire vive
pour augmenter nos capacités de traitement de l'information et de réflexion. Exemple, quand je dis que le prenez pas mal, quand je dis que notre capacité de traitement de l'information est limitée, que notre mémoire vive est limitée, essayez de faire une opération de calcul, ne serait-ce qu'avec 3 termes, et vous verrez que tout de suite, ça devient assez compliqué de la résoudre dans sa tête sans la noter sur une feuille de papier. Ouais, et puis je pense qu'aussi, pour complémenter ce que tu dis, c'est-à-dire que notre mémoire à long terme est possiblement infinie. On arrive à se rappeler à des choses qui sont très très loin dans le passé. Par contre, notre capacité de traitement immédiat est par contre limitée. Exactement. Et si on est dans une discussion, mettons une réunion à 10 personnes, que tout le monde donne son avis et qu'à la fin il faut prendre une décision, c'est très difficile de prendre une décision parce qu'il faut se rappeler de l'avis de 10 personnes. Si on n'a pas eu un support collaboratif, même ne serait-ce que d'avoir écrit avec un feutre sur un mur les 10 opinions différentes, ça risque d'être très difficile juste par la simple capacité de notre cerveau de retenir tout ça. Mettons que demain, je prenne le parti d'utiliser un outil de collaboration visuelle. Comment est-ce que je pourrais utiliser cet outil-là pour que le groupe puisse prendre une décision à la sortie de cette réunion? Un processus de prise de décision bien informé et bien exécuté, c'est quoi? C'est tout d'abord, on est informé des inputs qui nous aident à prendre la décision, soit en amont, soit au moins pendant les réunions. Ensuite, on va proposer des idées, des initiatives, et dans un dernier temps, on va les pondérer, les trier, les hiérarchiser pour conserver seulement celles qui ont a priori le plus d'impact, puisque, comme vous le savez, les moyens sont par définition limités et on ne peut pas tout faire en même temps. On va dire que le niveau 1, le niveau d'une équipe peu mature, ce serait au moins d'avoir plutôt quelqu'un d'ailleurs qui a de l'expérience, voire la personne qui a le plus d'expérience, qui, elle, ne soit plus le stagiaire qui le fasse, mais qu'elle prenne une position de coach et qu'elle fasse participer les participants à la réunion, qu'elle les fasse réfléchir, qu'elle note les idées qui sont proposées, bien sûr après avoir bien présenté les éléments qui participent à la prise de décision, qui lui permettent de prendre une décision informée, et au fur et à mesure, donc c'est-à-dire de bien prendre des notes au fur et à mesure, que ces notes soient visibles, ce soit des notes visuelles, et non pas des notes qu'on prend sur un cahier dans son coin pour envoyer un compte rendu par la suite. Non, on prend des notes au fur et à mesure, on note et on montre, on affiche à tout le monde ce qui est noté, donc ce qui est très engageant. On ne peut plus dire quelque chose dans le vent, puisqu'on sait qu'on va noter, on va dire oui, d'accord, merci Béatrice, je vais noter ton idée, c'est ça. Et ensuite, une fois qu'on a collecté toutes les idées, dans une réunion, on va dire processus de décision simple, on va les pondérer, donc on va choisir des critères de pondération, et on va les pondérer. Alors soit on peut les pondérer en cherchant le consensus des participants, soit on essaye de faire quelque chose un peu plus poussé à travers des sessions de vote, des choses comme ça. Ce qui peut être important, parce que ce qu'on souhaite éviter, c'est que une partie des participants ne s'expriment pas. Les participants les plus juniors, les plus timides, on sait comment ça se passe, on a peur de participer, on a peur de s'exprimer, on a peur d'être jugé, de dire une erreur. Donc passer par un support et un outil de tableau blanc collaboratif qui possède bien sûr les fonctionnalités d'animation qui vont bien, va permettre à tout le monde de participer, d'engager tout le monde et de vraiment d'abaisser des barrières mentales qui sont très présentes. Si seulement on doit prendre la parole à l'oral et s'exprimer à l'oral, c'est vraiment pas facile pour tout le monde. Et on perd l'avis souvent et l'avis pertinent des introvertis. Les extrovertis sont mis en avant dans le monde oral et dans le monde écrit et visuel. Les introvertis ont plus d'espace pour s'exprimer. Et c'est important parce que les introvertis sont des gens réfléchis dont on a besoin de récolter l'avis aussi. Ça, c'est super intéressant ce point-là parce que là, tu rentres dans le sujet de l'inclusivité. Donc là, ce que tu nommes, c'est que qu'on travaille en physique avec un tableau blanc, des feutres et des post-it, ou à distance avec un tableau blanc virtuel, même affaire. Au lieu d'avoir une personne qui écrit les pensées des autres, ce qui est une solution valide, encore mieux, c'est qu'on leur demande chacun d'écrire leurs propres pensées pour que l'idée de chacun soit représentée et à ce moment-là, elle devient elle aussi, j'imagine, un petit peu anonyme parce qu'on a juste une série de post-it mais on ne sait pas qui
réellement a écrit cette idée. Donc, quand on vient au vote, il se pourrait que le groupe, de la manière dont il va voter sur les idées, puisse voter aussi sur une idée qui n'aurait pas nécessairement émergé si ça avait été à l'oral, parce que la personne, mettons que c'était un introverti, avait donné une super idée, mais qu'il n'aurait pas dit à l'oral, juste parce que sa nature l'aurait empêché peut-être de participer et de donner sa voix dans la réunion. C'est ça, je comprends? Exactement, et exactement. C'est vrai que passer par le post-it, c'est pour ça que le post-it c'est imposé dans toutes les méthodes de facilitation. Ça permet ça. Ensuite, l'étape d'après, c'est au moins le facilitateur qui distribue la parole. C'est déjà là, on va dire l'étape 2. L'étape 3, ce qui est encore mieux, c'est permettre aux gens de réfléchir tranquillement dans leur coin, noter leurs idées. Et ça, qu'est-ce qu'on évite? On évite un biais qui est très important qui s'appelle le biais d'ancrage. Par exemple, mon responsable donnait une idée en premier, ça va m'influencer, ça peut m'inhiber, m'empêcher de me dire ah oui, il a raison, moi je pensais plutôt à ça, mais en fait c'est idiot. Alors peut-être qu'en fait finalement c'est pas du tout idiot et c'est très très pertinent. Donc ça c'est très important. Passer par le post-it et la réflexion individuelle qui est liée. Pour moi c'est lié, les deux vont ensemble, est une étape très importante dans le processus de prise de décision. Tu mentionnais tout à l'heure l'étape de vote. Oui. Il y avait plusieurs manières de pondérer finalement un certain nombre d'opinions pour faire un choix. Si on reprend l'exemple d'une réunion classique d'équipe, plein d'idées sur la table, donc maintenant les idées sont anonymes, puis les voix de tout le monde se sont exprimées. Plusieurs manières de pondérer. Comment est-ce qu'on ferait ça? Oui, il existe plusieurs manières de pondérer, plus ou moins complexes, mais on va dire il y a des manières de pondérer qui sont très simples, rien que le fait de donner une valeur business, une valeur effort à une idée. Déjà, rien que ça aide. J'ai envie de mettre ma casquette de manager hippo sur la tête. Quand j'ai l'habitude de faire des réunions, ça va super vite, puis c'est super efficace, parce que tout le monde écoute mon avis, puis on va de point A à point B super vite. Si je commence à ajouter de la collaboration dans mon meeting, puis que tout le monde va donner son avis, on va jamais prendre de décision, puis tout va aller plus lentement. Comment est-ce qu'on fait la transition de ce type de réaction-là, qui est potentiellement valide, à justement la valeur que tu vas obtenir d'aller vers un peu plus de collaboration dans une prise de décision? Et ça peut marcher. Donc on pourra pas. C'est comme pour tout. Je pense sincèrement, 100% des gens ne vont pas changer leurs habitudes de travail. Si un leader de 45 ans a une carrière à succès jusqu'à maintenant, a toujours pris de lui-même des bonnes décisions, qu'est-ce qui va le pousser à se mettre à ce type d'utilisation de prise de décision plus collective? Pas grand-chose. Et est-ce qu'on pourra lui en vouloir? Pas vraiment, finalement, à partir du moment où il conserve son talent et le fait d'avoir des bons résultats, il y a pas grand-chose. Donc je pense que c'est vraiment une posture intellectuelle. C'est est-ce qu'on croit que 1 plus 1 égale 3 ou pas, en fait? Est-ce qu'on y croit déjà à la base? C'est vrai que on peut ne pas y croire. Je pense tout de même que dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui demande la mobilisation de plus en plus d'expertise, de connaissances, ça me paraît de plus en plus compliqué. Mais on peut se tromper. Moi, je fais pas partie des gens suffisamment brillants, capables de prendre toutes les bonnes décisions tout seul dans son coin. Donc, mais peut-être si j'en faisais partie, je ne tiendrais pas le même discours. Et j'en fais partie aussi. Je suis pas mal d'accord avec toi. Donc, effectivement, si on est dans cette situation-là, et en plus, si on fait un constat collectif en tant que groupe, en tant qu'équipe, que potentiellement les dernières décisions qu'on avait prises n'étaient pas les bonnes et qu'on ne sait pas si on prend des bonnes décisions, il est peut-être temps de regarder la manière dont on prend des décisions, la manière dont les discussions sont menées. Effectivement, il faut de l'ouverture et je trouve que l'important, c'est aussi de regarder soi-même et donc soi-même et en tant que groupe pour voir s'il y a quelque chose qui serait à bénéficier de ça. Et c'est vrai que si on se place dans une dynamique d'amélioration continue, qu'on soit dans l'agilité ou pas, donc si on n'est pas capable de tracer le pourquoi des décisions qui ont été prises, on peut pas regarder dans le rétroviseur et remettre en question le pourquoi les décisions qui ont été prises. Peut-être qu'à un instant T, il était normal, sur la base de ce qu'on savait, il était normal de prendre telle décision. Elle nous paraissait optimale. Mais 3 mois plus tard,
sur la base des informations qu'on a recueillies, soit grâce à notre produit en interne, des analytiques, soit de marché, etc. Peut-être que simplement en reposant les mêmes hypothèses, on va se rendre compte que non. Avec ce qu'on sait, ça change la hiérarchisation, ça change la pondération, et finalement, on aurait dû prendre telle décision. Mais comment se remettre en cause quand on n'a pas documenté les décisions et le pourquoi des décisions qui ont été prises? Je ne vois pas très bien comment faire. Comment on fait? On peut pas le faire, la réalité. En tout cas, on peut pas le faire de manière objective. Donc, c'est-à-dire qu'on le fait à travers un débat et potentiellement ça finit en termes de dynamique de groupe sur des reproches. Ah mais c'est toi qui as décidé ça, moi je voulais pas. Et on n'est pas capable de dire mais pourquoi tu voulais pas. Finalement peut-être que tu voulais pas, mais pour une mauvaise raison. Donc on sait pas, on peut pas savoir, on peut pas objectiver les discussions, et ça peut créer des, comme tu l'as dit, à partir du moment où l'équipe, l'entreprise a des difficultés, ça peut créer des situations très malsaines où tout le monde se monte du doigt et réécrit l'histoire au fur et à mesure. On parlait d'une stratégie top-down. Okay, on a un leader qui a toujours la bonne idée. Ça fait des années qu'il est dans le marché, puis il connaît super bien son produit, il connaît super bien ses clients, il connaît super bien son offre, et il a souvent raison. Donc, il y a une stratégie pour les prochaines années qui va être faite. Cette personne-là a besoin de la communiquer et de faire en sorte que les personnes qui vont l'accompagner, qui vont l'opérationnaliser, parce qu'il n'est pas tout seul, il y a une grosse équipe derrière lui, vont pouvoir comprendre sa vision, vont pouvoir comprendre le big picture, le futur. Comment est-ce que, même dans cette optique-là où il n'y a pas une collaboration sur la création de ce plan stratégique, comment est-ce qu'un outil de collaboration visuelle va aider l'équipe à mieux s'approprier cette vision? C'est tout l'idée de ce qu'on appelle le management visuel. Pourquoi le management visuel? Même seul, c'est simplement décrire les choses, décrire l'enchaînement des tâches, des initiatives, des actions qu'on souhaite faire. Par exemple, imaginez, je prépare une roadmap annuelle, et je vois qu'en mars, j'ai 10 post-it, et dans les autres, j'ai 3 post-it. Je suis capable de dire, voilà, peut-être rien que visuellement, peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que je suis trop ambitieux pour le mois de mars. Visuellement, ça interroge visuellement. Chose qui ne serait pas possible si simplement on écrivait dans un email ou que sais-je. Donc oui, c'est un très bon point. Et le deuxième point, l'idée quand même, c'est bien de réfléchir seul, c'est bien de communiquer, mais aussi, ça va permettre, à partir du moment où on utilise un outil qui est interactif, l'interactivité sert à quoi? Sert à déplacer les objets. C'est-à-dire, moi, je verrais plutôt telle tâche ici et telle tâche ici. Donc, je peux prendre mon doigt, les déplacer, ou ma souris, les déplacer. Parce qu'on pourrait très bien dire, top-down, ok, je prépare ma roadmap sur PowerPoint, je la présente. Salut les gars, c'est ça la roadmap. Mais ce qu'on perd, c'est la capacité à interagir et à collaborer et à faire évoluer la décision. Et peut-être que même quelqu'un qui a un management très top-down, si quelqu'un d'autre lui déplace les post-it, fait d'autres associations, peut-être que lui-même va se rendre compte que oui, peut-être que en fait j'avais 90%, à 90%, c'est vrai que j'avais bon, mais à la marche, sur ces 10%, c'est vrai que vos inputs sont intéressants et me permettent de construire une roadmap qui est plus optimale. J'étais passé à côté de tel ou tel sujet. Ton exemple soulève un autre point qui est important. C'est-à-dire, c'est pas facile d'arriver en réunion et d'être sollicité sur quelque chose qu'on nous présente, et d'être sollicité, de devoir réfléchir et prendre des décisions et dire des choses en temps réel. C'est difficile. Moi, c'est quelque chose, personnellement, pour lequel je rencontre quelques difficultés. J'ai besoin de me poser, de lire les choses auparavant, dans mon coin, dans un environnement dans lequel je peux prendre mon temps et réfléchir. J'ai du mal à réfléchir en réunion parfois. Alors, je peux le faire comme tout le monde, mais j'ai souvent le sentiment que je passe à côté de quelque chose. Peut-être que c'est qu'un manque de confiance, mais j'ai pas l'impression. Je pense réellement que ma qualité de réflexion est inférieure. Donc rien que le fait de préparer des choses, de les partager auparavant, de faire en sorte que les gens y réfléchissent, notent leurs commentaires, on se rejoint en réunion, et puis sur la base de ce que les gens ont mis comme commentaires et de leur réflexion, initiale, on remet en commun ce que chacun a eu comme input dans son coin. Rien que ça nous fait gagner un temps fou, et ça fait pas que gagner du temps, c'est souvent un argument qu'on dit, quelque chose qu'on met en avant, ça fait gagner en qualité de réflexion et de prise de décision. Et donc utiliser l'espace
Et cette liberté, justement, pour faire en sorte d'avoir tous les éléments qui permettent de réfléchir et de revenir sur les décisions qui ont été prises. Je pense que c'est très important, la dynamique d'amélioration continue. Si on veut pouvoir la mettre en œuvre, il faut tracer, il faut documenter les décisions qui ont été prises. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton input. On va partager les exemples concrets que vous avez mis en place sur draft.io. Et à bientôt pour un nouveau podcast de collaborationsolve.com, le podcast qui te donne les moyens de changer la collaboration dans ton milieu de travail avec des solutions concrètes, testées sur le terrain et pas juste en théorie. Allez, des bisous.